Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici l'Europe. L'élection de Donald Trump outre-Atlantique semble avoir redonné des ailes aux populistes sur le vieux continent. Pendant ce week-end, on a mesuré leur poids en Autriche, où l'extrême droite trace son sillon dans le paysage politique, mais aussi en Italie, où le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo défie ouvertement le gouvernement Renzi par référendum interposé. Le populisme prospère sur le discrédit des partis politiques traditionnels, la faiblesse aussi des institutions européennes et la peur de l'autre exacerbée par la crise des migrants. Alors la vie politique en Europe est chahutée par une trentaine de mouvements populistes, extrémistes ou nationalistes, majoritairement à droite, parfois à gauche. Aujourd'hui, ces partis sont très présents dans l'hémicycle, 23% des 751 députés. Et pour en débattre, nous en avons invité trois et pas des moindres. Fabio Massimo Castaldo, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du fameux mouvement 5 étoiles dont on vient de parler en Italie, créé en 2009 par un ancien comique, Beppe Grillo, qui a raflé les villes de Rome et de Turin en juin dernier. Alors vous êtes en face aujourd'hui de Evelyn Regner, bonjour, députée européenne des socialistes et démocrates en Autriche, l'un des deux grands partis autrichiens en fait qui a été privé de présidentielle, puisque on le sait bien, ça a été un duel entre Verts et FPE, c'est-à-dire l'extrême droite, qui est en pleine progression, ce qui vous inquiète. Ça vous inquiète aussi un petit peu, Constance Legris, vue de France aussi, députée européenne du Parti populaire européen, parce que quand on y réfléchit, c'est là où est né un populisme extrême post-Deuxième Guerre avec le Front National dans les années 70 de Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, sa fille d'ailleurs, qui dirige un parti de ce type au sein du Parlement européen, l'Europe des nations et des libertés. Bref, j'ai envie de vous poser la question un petit peu qui fâche, à savoir Brexit. Ensuite, Donald Trump. Est-ce que vous croyez à un effet boule de neige, un effet domino pour les partis qui veulent une chose, à faire table rase déjà de l'ancienne classe politique ? Voilà, c'est ce qu'on voit. Les gens veulent du changement. Il y a beaucoup de raisons pour dire « Ok, la vie est devenue trop compliquée. On aimerait bien d'avoir des changements positifs pour la vie quotidienne. » Et ce qu'on voit, c'est la globalisation. Voilà, tout ce qu'on voit en ce qui concerne maintenant avec le monde digital. Juste la vie est devenue très compliquée et parfois c'est plus facile de trouver une solution facile, même quand ce sont des mensonges, même quand ce sont le fameux post-facts société et on aimerait bien quelque chose pour l'avenir, quelque chose de positif et pas regarder trop en fameux passé. Et voilà, là, il y a beaucoup de craintes de la population. Vous êtes senti poussé par d'abord le Brexit qui a été un choc pour l'Europe, ensuite Donald Trump qui avait un discours un peu hors norme et qui n'était pas du tout dans le personnel politique traditionnel. Moi, franchement, je pense que dans ces moments-là, au sein du débat, dans ce Parlement en général, du débat public, il y a beaucoup de banalisation et de superficialité dans la création de certaines catégories. Moi, par exemple, je pense que dans chaque pays, il y a eu des formes de réaction très différentes liées au contexte aussi du pays et parfois on voit pas vraiment on veut pas souligner vraiment les différences. Moi je dis par exemple que ici dans ce débat on voit d'un côté Marine Le Pen, des autres photos du mouvement 5 étoiles, mais nous par exemple sur l'immigration on a une politique complètement opposée. Le mouvement 5 étoiles ici au Parlement européen il a soutenu la création de voies légales d'accès, il a soutenu aussi la distribution de quotas. Grillo a un discours très musclé anti-migrant quand même. Hein, non, franchement non. Et non, je pense que c'est le travail parlementaire qui parle pour ce qui fait un mouvement politique, soit en Italie, soit ici. Et on a soutenu, par exemple, la redistribution de quotas de la Commission Juncker, qui n'a pas marché, mais pas pour notre faute, pour les choix des pays de l'Europe de l'Est. Donc, on va parler effectivement de l'ADN de chacun des partis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez à cet entraînement possible? Est-ce que vous avez l'impression que finalement, les opinions publiques, plus généralement, sont tentées en voyant que chez le voisin, on a testé quelque chose d'autre, de suivre le chemin? Alors, il est clair tout d'abord, il faut le dire, je crois, en préambule de ce débat, que le mot populisme, qui est abondamment utilisé par les politologues, les journalistes, les commentateurs, etc., recouvre des réalités
réalités extrêmement différentes. Il y a d'un côté des forces politiques extrémistes, radicales, qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ultranationalistes, vous y faisiez allusion, qui sont à l'œuvre et qu'on peut expliquer par toute une série de raisons, crise sociale, crise identitaire, etc., etc. Et puis, il y a également une revendication des peuples. Dans populisme, il y a le mot peuple, ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas un mot tabou. Il y a une revendication des peuples à avoir de la part de leurs dirigeants, de la part des partis politiques qui se présentent à leur suffrage, des politiques efficaces, des politiques qui prennent en compte leurs préoccupations, leurs aspirations et qui atteignent leurs objectifs. Et un besoin de renouvellement, effectivement, et en passant de par recherche d'autres partis, parce que d'efficacité. vous faites partie d'un parti traditionnel, hein, c'est les Républicains Pas en forcément, France. Souvent, ça va vers d'autres partis, justement, précisément. En émettant une envie, un besoin de renouvellement et surtout un besoin d'efficacité et de prise en charge des vraies préoccupations, des vrais problèmes quotidiens. Il y a quand même la question de finalement comment réagissent ces partis traditionnels face à cette montée. On sait par exemple qu'en Autriche, le FPE, il n'est pas sorti d'un chapeau, hein. Ce parti d'extrême droite. Il a une vieille histoire. En 2000, rappelons-nous, il était soutien du gouvernement chrétien démocrate de M. Schlussel. Il a été mis d'ailleurs à ce titre au banc des nations européennes. Et puis, son alliance avec cette droite classique qu'il a banalisée en quelque sorte, ça, eh bien, ça lui a plutôt réussi politiquement. On le voit aujourd'hui. On ne peut pas dire réussi, parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment détruire la République, voilà, la propriété de la République. Pendant cette période-là, le gouvernement et surtout le FPE ont privatisé beaucoup. On a eu un chômage incroyable en Autriche. Voilà, c'était vraiment du temps d'une économie qui était florissante. Et pendant ce gouvernement, on a eu vraiment beaucoup de très mauvaises expériences. Maintenant, mais politiquement, ils ont quand même continué à monter. Voilà, après, c'était la pause. Les Autrichiens ont bien compris après que c'était un désastre, que c'était vraiment un désastre. Maintenant, nous avons un gouvernement socialiste avec un premier ministre socialiste et une coalition avec les chrétiens. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est les gens regardent leur vie. Ça devient plus stressé. La vie quotidienne est devenue si compliquée et pour ça, il existe un désir. Et là, il y a ce parti-là qui donne des réponses assez faciles. Oui, puis Jörg Haider étant mort, en effet, Monsieur Strache n'est pas aussi dangereux. Enfin, il a réussi à le faire comprendre, c'est ça en fait? Non, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il existe déjà une base, et ça, c'est la chose très, très dangereuse. Les Autrichiennes et les Autrichiens savent, oui, pour l'économie, ce n'est pas bon d'avoir le FPE. Mais il y a ce désir de faire contre un establishment. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, vous entendez quand même cette expérience autrichienne où finalement, il n'y a pas eu de cordon sanitaire maintenu. Hein, entre la droite classique et l'extrême droite, et ça n'était pas une très bonne expérience. Tout dépend de ce qu'on appelle cordon sanitaire. Hein. Si cordon sanitaire, par exemple, pour le cas de la France et de ma famille politique, la famille de la droite française, de la droite républicaine, il s'agit de décider de ne pas faire d'alliance avec le parti Front National, de ne pas faire d'alliance avec les dirigeants du parti Front National. Bien évidemment, j'y suis tout à fait disposée, et c'est d'ailleurs la ligne officielle de notre famille politique, les Républicains. Il y a eu des tentations régionales, locales, il y a peut-être très longtemps quelques tentations qui ont avorté, mais la ligne clairement établie par le parti Les Républicains et par celui qui est maintenant le champion de la droite républicaine en France pour l'alternance de 2017, c'est de ne pas faire d'alliance avec le parti, le Front National. Si c'est cela qu'on appelle le cordon sanitaire, va pour le cordon sanitaire, même si cette expression est un tout petit peu triviale. Par ailleurs, une fois que l'on a dit ça, on ne peut pas ne pas entendre, ne pas écouter, ne pas prendre en considération les messages, les colères, les revendications, les espoirs des électrices et des électeurs, quels que soient les suffrages qu'ils portent sur tel ou tel leader. Il y a
dans la vocation du politique, je crois, la noble mission du politique est d'entendre, d'écouter et d'essayer d'apporter des réponses, des solutions aux messages envoyés par le peuple. Alors, en effet, vous avez essayé très tôt d'écouter d'ailleurs ces messages envoyés par le peuple via Internet, en utilisant les nouveaux médias, par des votes en ligne, etc. Puis finalement, on comprend bien quand même que le chef, c'est BP Grillo. Hein. Maintenant, il n'y a plus de doute là-dessus. Mais en attendant, est-ce que vous avez eu l'impression que justement, autour de vous, se formait un cordon de sécurité, que vous allez pouvoir un jour gouverner avec d'autres ou jamais? Parce qu'on parle bien sûr de possibles victoires de 5 étoiles aux élections, soit anticipées, soit de 2018. C'est une question qu'on se posera le lendemain des élections, quand on aura finalement des élections politiques en Italie, parce que depuis longtemps, les gouvernements ne sont pas choisis par le vote du peuple, ils sont choisis plutôt par des pressions de l'étranger ou parfois par les choix du président de la République, par des accords qui sont un peu hors du Parlement. C'est ceux qui arrivent en premier quand même dans les élections. Ben, ce n'est pas forcément ça. À l'époque, on avait Bersani qui était candidat, mais finalement, on a eu Letta et Renzi après comme Premier ministre. C'est un peu différent ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je pense que le mouvement, il a démontré aussi, avec les expériences qu'on a fait dans plusieurs administrations locales, et je pense surtout aussi à Turin, où on est en train de faire un travail remarquable, qu'on peut vraiment gouverner ces pays. Et surtout, c'est nous la réponse aujourd'hui. Tout seul ou avec d'autres? Ça, on le verra selon les résultats. Nous, on l'espère bien sûr de le faire tout seul. Mais dans ces moments-là, je vois surtout en Italie une espèce d'aptitude vraiment bizarre par les partis traditionnels qui ne veulent pas écouter l'existence contre le clientélisme, contre la corruption qui a caractérisé jusqu'à aujourd'hui la politique italienne. Pendant la campagne au référendum, Matteo Renzi, il a appuyé, il a demandé un appui très fort pour son soutien à un personnage comme De Luca, qui est le gouverneur actuel de la région Campania, qui a fait des déclarations qui sont sorties sur la presse. Sortez les sortants, ça on connaît. Non, c'est pas seulement ça. Il a fait une campagne en demandant à le maire de la région de faire le plus de clientélisme possible pour apporter plus de voix à Matteo Renzi. Comme vous êtes nouveau sur la scène politique, vous avez effectivement peut-être moins de dossiers en cours, et vous le faites valoir d'ailleurs. Le populisme, il prend aussi son essor en Allemagne. Angela Merkel, elle a été un peu poussée le dos contre le mur sur la question des migrants, parce que les populistes, finalement, et notamment l'AfD, Alternative für Deutschland, qu'elle craint beaucoup, se nourrissent de la stigmatisation de boucs émissaires désignés des problèmes de tout le monde, en fait. Hein. Cette fille de pasteur se laisse pas trop entraîner sur ce terrain, quand même, du discours anti-migrant. Oui, il y a deux choses à dire, à mon avis. Une chose, il existe depuis toujours dans la société allemande les gens qui disent « Ok, on ne veut pas trop de réfugiés, on veut rester entre nous ». C'était plutôt Merkel qui est marché avec son parti vers la côté gauche. C'est-à-dire, elle est arrivée vraiment dans la moitié de la société. Il y en a les uns qui étaient toujours un peu beaucoup plus à droite, qui regardent maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais, où est mon parti. Et l'autre chose, c'est bien sûr aussi cette question de sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe avec les retraites? Qu'est-ce qui se passe avec tous les sortes de jobs dont on ne sait pas? Est-ce que je peux gagner ma vie avec tout cela? Et ça, c'est une mixture qui ouvre les yeux aussi pour les mouvements populistes comme la AfD. La question, c'est plutôt celle du protectionnisme, qui véritablement est aussi un liant de tous ces mouvements. Constance Legris, on voit d'ailleurs que peut-être quand on a à droite, dans la droite classique, un candidat qui est plutôt libéral, qui va affronter quelqu'un qui se réclame maintenant, Marine Le Pen, du protectionnisme des Français, de la protection, etc., que l'Europe d'ailleurs n'incarne plus, cette protection, c'est inquiétant. C'est bien tout le problème, c'est qu'effectivement, l'Union européenne n'a pas réussi à incarner la protection qu'elle se doit pourtant dans ce XXIe siècle si dangereux et si lourd en nouveaux défis d'incarner. Et c'est bien pour cela qu'il y a une remise en cause de bien des formations politiques que vous qualifiez de traditionnelles de la part de nos électrices et de nos électeurs qui, à juste titre, attendent, c'est le job numéro 1 des responsables politiques, la protection. Protectionnisme est, j'imagine, dans le débat, souvent un terme qui s'apparente à une expression péjorative. Au libre-échange, soyons clairs. Mais
tous les logiciels. On est passé du 20e au 21e siècle. On est entré dans un monde totalement mondialisé, globalisé. Les logiciels anciens, libre-échange versus protectionnisme, qui voudrait dire repli frileux sur soi-même, etc., ont volé en éclats. Ce qui est important, effectivement, je pense, pour tous les pays, pour tous les continents, et donc les formations politiques se doivent d'entendre et de prendre en compte cela, c'est de reprendre le contrôle de son destin pour une nation comme pour un ensemble de nations comme l'Union européenne. Protectionnisme ou pas? Son destin en main. Moi, je dirais que la vraie question, c'est surtout emploi ou pas. Dans ce moment-là, on a vu des politiques qui ont poussé vers une globalisation au lieu de l'accompagner sur une période plus longue. Et là, on a les conséquences, on a des pertes de places d'emploi brutales. Aujourd'hui, on discute ici de donner le statut de libre marché à la Chine, qui n'est pas du tout, par exemple, un libre marché. On le sait très bien, elle fait du dumping social, elle fait du dumping environnemental. Nous, Votre position sur le libre marché à vous, pas sur la Chine? Nous, notre position est très claire. On est contre ce type d'accord, on est contre les TTIP, on est contre tous les accords de libre-échange qui sont en train de briser les économies si, de l'autre côté, il n'y a pas donc des assurances claires pour sauver les emplois des citoyens. Et dans ces moments-là, donc, on préfère se focaliser avec des politiques d'investissement public, des manœuvres un peu plus keynésiennes pour créer de l'emploi dans notre pays. Mais c'est clair, c'est une question voilà, d'avoir des principes, des valeurs, et ça c'est la question. Et après, c'est une question de contenu, qu'est-ce qu'il est dans le paquet. Voilà, l'Europe, c'est super quand on respecte les valeurs, mais l'Europe, ça commence d'être dans la défense quand on laisse à côté les valeurs. Et ça, c'est la question sociale. Voilà, tout ce que vous avez mentionné maintenant, voilà, c'est clair, il faut travailler de ça. Et l'Europe doit aussi être efficace. Il s'agit quand même de protéger les intérêts des Européens et défendre les intérêts politiques, économiques, commerciaux, monétaires, stratégiques, militaires dans le monde. Voilà, beaucoup d'enjeux, vous l'avez compris, de l'Europe face aux populistes. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour la seconde partie, juste après la pause, avec ma grande invitée. À très bientôt.